Donc, je vais vous parler un peu, c'est ça, de l'auto-soin puis de l'adaptation. En fait, la traduction était difficile, parce qu'on parle de self-care and coping behavior. Donc, on a essayé de traduire ça du mieux que je peux. J'ai même vérifié avec des gens en psychoéducation pour trouver les bons termes, mais c'était pas facile de faire la traduction. Donc, je vais parfois utiliser des mots en anglais pour être sûr qu'on parle des bonnes choses. Euh, on sait que les stratégies d'adaptation, d'auto-soin, là, quand je parle du self-care and coping behavior et la gestion euh, du risque, voyons, c'est des comportements qui peuvent protéger ou améliorer le bien-être ou réduire la détresse dans plusieurs dimensions de la santé mentale et physique. Il y a plusieurs façons de conceptualiser ces stratégies-là. Là. Quand on regarde dans la littérature, pour faire la traduction, je me suis vraiment rentrée dans le sujet, puis on voit vraiment qu'il y a plein de façons de le faire, mais on voit que c'est souvent des stratégies qui sont orientées vers les émotions ou vers les problèmes. Et les conceptualisations qui existent présentement sont souvent critiquées parce qu'elles sont ambiguës puis elles ne représentent pas de manière efficace les différentes stratégies d'adaptation. Euh, donc, il y a aussi le fait que le contexte culturel des personnes, c'est rarement pris en compte. Et ben, comme on a vu dans la présentation d'un autre projet plus tôt, il y a vraiment des interactions, en fait, entre, par exemple, l'origine ethnique, culturelle, les différentes discriminations qu'on vit. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'aller voir le contexte culturel des personnes. Et il existe peu d'écrits concernant les stratégies d'adaptation et d'auto-soin pour les jeunes trans et non-binaires. Et les stratégies qui sont considérées typiquement comme inadaptées peuvent être vues différemment selon un modèle de réduction des méfaits. Par exemple, l'automutilation, ça pourrait être vu comme une stratégie inadaptée, mais est-ce que c'est toujours ça ou si parfois ça ne pourrait pas prévenir en fait un comportement qui est plus autodestructeur. Donc, il faut vraiment essayer de voir les types d'adaptation sous une autre lunette. Et on sait aussi qu'accéder à des soins d'affirmation du genre, ça peut être compris comme une stratégie d'adaptation, mais on connaît moins bien les autres stratégies d'adaptation et d'auto-soin sous l'angle non médical. Fait que c'est un peu ça que le projet avait en tête de faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est un projet en méthode mixte. C'est une conception de triangulation modérée, dans le sens où on a utilisé les données quantitatives et les données qualitatives. Puis je vais vous dire d'où ça vient dans une seconde. Mais en fait, pour enrichir, pour bonifier, si vous voulez, la compréhension, de notre côté, on s'est vraiment basé sur les données quantitatives pour comprendre, en fait, bien, vous allez voir, on parle de classe latente, là, de groupe de façon de comprendre les stratégies d'adaptation et on a complété par du qualitatif pour avoir un petit peu plus de nuances. On a fait, c'est ça, on a fait une analyse de classe latente pour essayer de voir des groupements distincts de comportements d'auto-soin puis d'adaptation. Puis on a utilisé aussi des cheese carrés, des cheese squares pour trouver des différences significatives au niveau socio-démographique. Là, vous allez voir par rapport à l'âge, à l'histoire d'immigration, à l'origine ethno-raciale, aux faibles revenus, etc. On est allé aussi chercher des données qualitatives pour être capable d'examiner puis de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait par rapport aux stratégies d'adaptation. Et pour ça, ben, c'est pour développer une compréhension plus nuancée et culturellement contextualisée des comportements d'auto-soin là, chez les adolescents trans et non-binaires. Puis sortir un peu de la catégorie adaptée ou inadaptée. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a pris comme données quantitatives? Ben, c'est les données de l'étude TransUFCAN ou Jeunes TransCan, qui en fait examine des résultats médicaux et sociaux de jeunes qui sont dans des cliniques d'affirmation de genre à travers le Canada. Là, vous voyez ici sur tous les endroits où on a collecté de la donnée, c'est dans 10 cliniques. Ce sont des jeunes âgés de moins de 15 ans qui ont atteint la puberté puis qui ont été recrutés lors de leur premier rendez-vous médical pour des bloqueurs ou pour des hormones. Et puis, les jeunes remplissaient un sondage, donnaient la permission d'obtenir des informations sur leur santé dans leur dossier. Et bon, Bon, voilà. Et les données qualitatives, elles, on les a ramassées à travers un autre projet de recherche, qui est un projet de recherche qui a été conduit de façon simultanée au projet Jeunes Transcan, qui, lui, a recruté des jeunes dans 3 des 10 cliniques que vous avez vues il n'y a pas longtemps sur l'autre diapo. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des questions en profondeur à 36 jeunes trans et non-binaires
et leurs parents pour comprendre en fait comment ils naviguent ces soins d'affirmation de genre-là, pour comprendre leur motivation, leur parcours, les stratégies utilisées pour exprimer ou gérer la dysphorie, négocier les situations sociales, ce qui contribue à leur bien-être psychosocial et à leur qualité de vie, puis aux expériences de soins et aux interventions médicales et d'affirmation. Donc, vous voyez, d'un côté, on a des données de 10 cliniques de jeunes et on a vraiment essayé de comprendre avec des échelles, avec des sondages plus quantitatifs, des expériences. Et d'un autre côté, on a un plus petit nombre de jeunes qu'on a vus en entrevue. Donc, c'est vraiment ça l'histoire de la donnée mixte. Nos participants pour Jeunes Transcan, c'est 174 jeunes, âgés en moyenne de 13,8 ans. L'âge, c'est entre 10 et 15 ans. Le genre, c'est 76 transmasculin, 16 transféminin et 8 non-binaire. Origine, vous voyez, c'est principalement des jeunes blancs, 24 familles immigrantes, 19 jeunes autochtones, 6,5 de jeunes de minorités visibles et 27 vivent dans des ménages à faible revenu. Et la partie qualitative, on a vu 36 jeunes. L'âge moyen était de 14,5 ans. Ça variait entre 9 et 17 ans. On a 21 jeunes transmasculins, incluant 3 jeunes non-binaires là-dedans qui, eux, ont autodécrit leur genre comme étant non-binaire, mais plus étant masculin, et 15 jeunes personnes transféminines. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est juste les résultats de qu'est-ce que les jeunes font pour, comme comportement d'adaptation puis de self-coping behavior. Donc, si vous regardez, il y a des comportements que ces jeunes-là ont par rapport à gérer le stress. Et donc, par exemple, écouter de la musique, c'est ce qui est ressorti quand même très fortement, suivi de passer du temps avec les autres, passer du temps seul à fantasmer, à rêver, regarder des films, télé, vidéos en ligne, tenir un journal intime, faire des siestes, dormir, méditer, manger de la nourriture qui fait du bien, aller courir. Donc, vous voyez, c'est vraiment des comportements pour gérer leur stress. Vous voyez aussi qu'on a des comportements par rapport à éviter des situations. Euh, Par exemple, on a ici le comportement, je ne peux pas enlever le, bon, voilà. Par exemple, éviter les vestiaires ou les toilettes, ça, c'est un des comportements les plus fréquents là, dans l'évitement des situations, les gyms, donc les endroits qui sont genrés. Ensuite de ça, des magasins. Bon, voilà, on a toute la liste ici. Là. Et ensuite de ça, on a d'autres types de comportements d'adaptation et d'auto-soins, comme par exemple avoir pratiqué l'automutilation, aller dans des groupes de soutien, changer de nom aux mentions de sexe légalement, fumer des cigarettes, vous voyez, c'est très diversifié. Avoir des comportements alimentaires désordonnés, consommation de substances et consommation frénétique d'alcool là, ou binge drinking, comme on dit en anglais. Voilà. Donc, ça, c'est les comportements qui sont ressortis de notre étude quantitative. Et là, je vais vous montrer quelques citations de jeunes qui sortent de l'étude qualitative avant de vous présenter les classes qu'on a trouvées par rapport au comportement. Là, je vais passer quand même assez vite parce que, bon, c'est juste 15 minutes et là, je vois que le temps passe quand même assez bien. Mais ici, par rapport à des stratégies d'adaptation et de soins, on a des stratégies qui sont essentielles. Donc, vous voyez ici des jeunes qui vont juste jouer aux jeux vidéo, des jeunes qui vont écouter de la musique. Donc, ça vous montre un peu, là, ça illustre le genre de comportement qu'on a vu dans le tableau précédemment. On a aussi des jeunes qui prennent soin de leur corps, des soins corporels. Par exemple, si on en a une personne, Gary, qui nous dit que de se faire couper les cheveux, ça fait tellement du bien d'avoir un nouveau look, se sent vraiment masculin, bien dans sa peau. Vous voyez, ce sont tous des comportements d'auto-soin. Ce sont des comportements d'adaptation qui font en sorte que la personne se sent mieux. Ensuite de ça, vous voyez, passer du temps avec les autres. Chaque fois que j'ai l'impression que ça va mal, je vais généralement vers mes parents, je les serre dans mes bras pour quelques moments. D'autres qui vont dire j'ai des bonnes amies, j'ai des bons amis, elles me soutiennent quand je suis triste. Donc, c'est vraiment des comportements en relation sociale avec les autres. On a aussi des comportements aussi qui sont sortis beaucoup dans les entrevues. Vous voyez ici, par exemple, éviter d'aller dans des endroits, par exemple dans les toilettes. La personne se retient, puis c'est comme si elle s'était entraînée à se retenir. Dès qu'il se réveille,
jouer, va aller faire pipi. Aussitôt qu'il arrive à l'école, va aller faire pipi, mais tout de suite ne le fait pas, va se retenir. Donc, on voit vraiment ici ce genre de comportement d'auto-soin, d'évitement d'espace genré. On a aussi aller dans des groupes de soutien. Bon, il y a des illustrations ici de groupes de soutien à l'hôpital et on a aussi, par exemple, des groupes en ligne de jeunes personnes trans. Par exemple, Mathieu qui nous explique que ça lui fait du bien parce que personne n'est au même stade. Donc, n'importe qui peut t'aider, n'importe qui peut te poser des questions, que ce soit en rapport avec la transition ou pas. Donc, on a le concept d'aide mutuelle ici où on aide et on se fait aider en même temps. On a aussi des jeunes qui nous ont parlé de l'automutilation comme comportement, qu'ils l'ont fait, que c'était, ben, ils savent, c'était vraiment stressé, puis que se faire mal, c'était un moyen de se détendre. Vous avez une autre citation à droite ici, où est-ce qu'il parle encore une fois du stress et comment ça peut aider à ressentir quelque chose, même si ce n'est pas sain. Et vous voyez aussi des jeunes qui ont des comportements mixtes d'automutilation et de comportements alimentaires désordonnés. Encore une fois, comme j'ai dit, ça sort de nos entrevues. Je ne les lirai pas au complet, mais vous voyez que le contrôle de ce que la jeune personne mange, ben ça fait en sorte, ça fait du bien. Sensation, aimer la sensation d'avoir faim. Donc, vous avez ici d'autres résultats par rapport au changement légal. Comment ça aussi, c'est un comportement d'auto-soin puis une stratégie d'adaptation. Même si c'est un grand processus, ce jeune-là nous explique que ça a vraiment eu un impact important. Et la première chose qu'il voulait faire, c'est voulait changer son nom légalement. Et donc, là, vous avez vu la liste, en fait, de comportements d'auto-soin et vous avez vu, en fait, des citations des jeunes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse de classe latente. C'est que c'est un procédé là, en données statistiques qui examine s'il y a des patterns, en fait, dans la façon que les jeunes vont aller identifier leur stratégie d'adaptation. Et donc, ce qu'on a trouvé ici, c'est qu'on a 5 catégories d'adaptation. Ces catégories-là sont intéressantes parce que, comme vous allez voir dans un instant, elles nous permettent de voir certaines différences. Il n'y a pas de différence dans ces catégories-là. Là. Donc, là-dedans, là, il y a des jeunes. C'est vraiment des comportements que des jeunes nous ont dit. Et quand on commence à comparer les comportements d'adaptation avec qui le jeune est par rapport aux différentes données sociodémographiques que l'on a sur ces jeunes-là, on voit qu'il n'y a pas de différence par rapport à l'âge, au genre ou aux revenus socio-économiques. Donc, on a des jeunes de tout genre, on a des jeunes de tout âge et on a des jeunes de tout niveau socio-économique dans ces différentes classes-là, mais on va voir qu'il y a quand même des différences au niveau des parcours d'immigration, par exemple, et du sexe assigné à la naissance. Donc, c'est quoi nos classes? C'est qu'on a des jeunes, en fait, on va avoir une première classe qui focus en fait, c'est sur le genre. Donc, ça va être une classe vous voyez, c'est des jeunes, c'est 21 des jeunes de l'échantillon qui vont avoir cette catégorie d'adaptation. Donc, ils vont avoir des comportements d'auto-soin et d'adaptation essentiels. Là, comme on disait, ça pourrait prendre soin du corps, ça pourrait voir des amis, ils vont aller dans des groupes de soutien, modification légale des documents, alimentation désordonnée et consommation frénétique d'alcool, évitement élevé des espaces publics et genrés, le plus susceptible de manquer l'école et une probabilité très, très élevée d'automutilation. Donc, ce groupe-là, c'est un peu les caractéristiques qui ressortent. Ensuite de ça, on a un deuxième groupe. Eux, ça va être vraiment des activités plus solitaires. Donc, vous voyez, c'est des comportements qui sont non évitants. C'est des comportements qui vont être essentiels. Ça va être, ils vont éviter, en fait, au minimum les espaces publics et genrés. Donc, ils vont se rendre dans ces espaces-là, mais ils ont aussi quand même une probabilité élevée d'automutilation. Et ensuite de ça, la troisième classe, c'est qu'on a des jeunes, c'est 9 de ces jeunes-là. Ça va être aussi nos comportements d'adaptation essentiels. Là, la première colonne, si vous vous souvenez, qui vont être plus probables à faire appel aux soins du corps et au self-advocacy, qui vont
qui vont se battre eux-mêmes pour leurs droits. Ils vont être plus à risque de consommer de la nicotine, consommation frénétique d'alcool, consommation de substances, aussi éviter les espaces publics genrés, mais moins susceptibles que ceux dans le premier groupe, dans la classe 1. Et ça va être aussi, ils vont avoir une probabilité élevée de manquer de l'école, probabilité très élevée d'automutilation. Finalement, le quatrième groupe, je regarde là. Donc, le quatrième groupe, ouais, ça va vite. Quatrième groupe, c'est les jeunes qui vont avoir des comportements d'adaptation en allant dans des groupes de soutien, qui vont, eux, modifier des documents légaux, qui vont éviter les espaces genrés, qui vont faire moins d'évitement d'espaces publics. Et la caractéristique déterminante de ce groupe-là, c'est qu'ils ne vont pas s'engager dans des comportements d'auto-soin et d'adaptation essentiels. Et finalement, la classe numéro 5, c'est ceux qui ont des comportements d'automutilation et d'évitement d'espace genré. Donc, c'est 29 de l'échantillon de ces jeunes-là qui vont plutôt opter pour les comportements auto-soins et d'adaptation essentiels, mais qui vont éviter qui vont avoir un évitement très élevé des espaces genrés, donc ils ne voudront pas aller dans ces endroits-là, qui vont être moins susceptibles de manquer de l'école par rapport aux autres classes et une probabilité élevée d'automutilation. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la classe numéro 2, bien, on a plus de jeunes de familles immigrantes qui vont se retrouver là, mais on va aussi en retrouver dans la classe numéro 5, mais quand même, c'est vraiment ces deux classes-là, incluant la deuxième, où on va trouver plus de jeunes immigrantes. Et ça, ce sont des différences qui sont dites significatives. Donc, si on regarde ça d'un point de vue plus discussion, bien, on voit que les adolescents, adolescentes trans et non-binaires font appel à différentes stratégies d'adaptation et d'auto-soin, incluant des interventions cliniques d'affirmation de genre et des interventions non cliniques, parce que tous les jeunes avaient appel à d'autres formes d'adaptation que d'aller juste dans la clinique d'affirmation de genre. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça montre que les soins d'affirmation de genre sont importants, mais il va y avoir d'autres façons aussi de gérer le stress, par exemple. Certaines stratégies d'adaptation et d'auto-soin sont directement liées au genre, hein. Par exemple, prendre soin de son corps, couper ses cheveux, bon. Tandis qu'il y a d'autres qui vont être probablement plus courantes dans la population d'adolescents en général, là. Par exemple, les comportements essentiels, écouter de la musique, écouter la télévision, relaxer. Donc, on retrouve ces mêmes comportements d'adaptation-là. Les adolescents trans et non-binaires ont des besoins spécifiques liés au genre et non liés au genre, donc les deux sont importants. Et des facteurs sociaux tels que le sexe assigné à la naissance et les parcours d'immigration peuvent avoir un impact sur la manière dont les adolescents et adolescentes interagissent et accèdent au soutien interpersonnel et communautaire ou la façon qu'ils gèrent le stress personnel. Comme vous avez vu dans l'analyse de classe latente, les personnes avec les parcours d'immigration étaient plus probables de se retrouver dans la classe 2 et la classe 5 que les jeunes non immigrants. Donc, on voit aussi que les analyses de méthodes mixtes nous permettent d'identifier des schémas comportementaux relativement aux stratégies d'adaptation et auto-soin en restant authentiques à l'expérience des vécus d'adolescents. Donc, ça nous a permis de comprendre différents types de comportements d'adaptation, mais sans perdre de vue, en fait, toutes les expériences nuancées de ces jeunes-là. Et c'est utile pour développer un lexique qui est sensible sur le plan culturel et permettre une compréhension mutuelle entre les adolescents et les fournisseurs de soins. Parce que, en fait, on peut regarder les classes d'analyse latente, puis aussi complémenter ça avec les expériences vécues des jeunes là, qu'on a retrouvées à travers les entrevues. Ça nous permet d'identifier des interventions plus adaptées, hein, parce qu'on voit en fait que pas tous les jeunes vont utiliser les mêmes stratégies d'adaptation. On a certains jeunes qui vont utiliser plus la classe 1, il y en a d'autres qui vont utiliser plus la classe 4. Donc, ça nous montre en fait qu'il y a différents patterns de stratégies d'adaptation. Et c'est aussi une approche qui est basée sur les forces parce que ça nous permet d'optimiser les stratégies d'adaptation, en particulier chez LE qui utilisent des stratégies d'adaptation mixtes et complexes, par exemple la classe 3, qui était plus susceptible de consommer des substances, de s'automutiler et pourtant aussi la plus susceptible de s'engager dans l'advocacy. Fait qu'on voit les jeunes qui sont plus susceptibles de s'engager dans l'advocacy sont peut-être plus susceptibles de vivre du stress, de s'automutiler, d'utiliser les substances. Donc, c'est important, ça nous aide en fait à comprendre peut-être certaines façons de prendre soin de soi.